d'abord, Frédéric, pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs de ce prix? Merci. Alors à l'IMT, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une belle communauté d'acteurs de la pédagogie, hein. Médiane en est le témoin, aussi bien des enseignants-chercheurs que des ingénieurs pédagogiques, des conseillers pédagogiques, etc., qui transforment leurs pratiques d'enseignement, qui cherchent à les transformer au quotidien. Et donc ce prix, il a été conçu pour ces gens-là, voilà, pour valoriser et reconnaître leur implication au sein de l'IMT. Et parfois, on a même des partenaires qui s'impliquent et qui nous apportent des choses. Voilà, alors il récompense des approches pédagogiques innovantes qui permettent, entre autres, mais comme c'était le thème de Médiane cette année, d'augmenter la motivation de nos élèves, mais aussi des enseignants d'ailleurs, d'agir comme un levier pour inciter d'autres enseignants-chercheurs à changer leur pratique, à s'investir sur des questions de pédagogie et à concevoir des dispositifs de formation plus efficaces. Donc voilà, c'est aussi montrer, donner à voir et inciter la communauté. Alors on espère aussi que ce prix soit capable de susciter des collaborations interdisciplinaires parfois, et puis aussi inter-écoles, on espère, voilà, en donnant envie à certains de reproduire et de travailler avec les écoles qui ont mis en place ces dispositifs. Il permet aussi de valoriser des initiatives nouvelles qui répondent à des besoins émergents et qui répondent à des enjeux de transition qui soient écologiques ou numériques, mais sur lesquels on est parfois interpellé par les étudiants, et donc il faut y répondre. Voilà. Et puis, vous l'avez compris, ce prix est important pour l'IMT, car au-delà de la reconnaissance donc, qu'il confère aux équipes, il se veut un véritable outil stratégique qui impacte notre dynamique interne, voilà, qui montre l'identité de l'IMT quelque part et puis qui augmente son attractivité aussi, qui donne envie à nos élèves de venir chez nous. Donc, merci à tous les candidats qui ont envoyé des dossiers pour ce prix. Ils étaient excellents et c'était un gros travail. D'abord, il y avait une grande diversité de projets pour qu'on montre que ça, bon, voilà, que la créativité peut s'exprimer aussi dans les dispositifs pédagogiques. Ça a montré aussi qu'ils étaient beaucoup à l'écoute de leurs élèves, qu'ils en tiennent compte. Et donc voilà, bravo à eux tous, primés ce soir ou non encore primés. Merci, Frédéric. Comme l'an passé, ce prix est remis à l'occasion de notre école d'hiver en pédagogie médiane. Gabriel, tu peux nous en dire un peu plus sur tes impressions? Des impressions et plutôt des faits. Moi, pour ce qui me concerne, en tant qu'ingénieur à la base, je suis plutôt sur les faits que sur les impressions. Mais bon. Donc, sur les faits, eh ben, on a reçu 7 dossiers cette année. Alors, c'est 7 dossiers, comme disait Frédéric, représentatifs de la diversité en fait, des approches pédagogiques des écoles. Et aussi, 7 dossiers, c'est quand même moins que les années passées. Donc, c'est aussi un appel à candidature pour de futurs projet. Enfin, pour l'année prochaine, on va relancer un appel. Donc, c'est aussi l'occasion de le dire et de le faire savoir. Donc, à noter aussi, plusieurs de ces dispositifs ont déjà été présentés dans le cadre d'ateliers à Médiane. Donc, c'est aussi un pas. C'est aussi pour ceux qui font des ateliers, ben, voilà, n'hésitez pas à candidater. Et puis aux autres qui sont peut-être à distance, qui se disent peut-être, bon. Alors j'ai compris ce matin que c'était un facteur de motivation extrinsèque et peut-être que ça serait bien d'avoir une motivation intrinsèque. Alors je ne sais pas quelle serait la motivation intrinsèque, peut-être participer au collectif IMT. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, ça montre combien ces espaces de formation à la pédagogie sont importants, en fait, pour le collectif et pour renouveler des dispositifs pédagogiques et accélérer donc les transformations de formation. Merci, Gabriel. Vincent, en tant que directeur général adjoint, pourrais-tu nous dire comment le prix de la pédagogie s'intègre dans la stratégie 2023-2027 de l'IMT? Bonne question. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis vraiment très content, au nom de Cécile Dubarry, qui s'est exprimée ce matin, d'être avec vous. Euh, et je dis deux phrases avant de répondre à ta question, Mathieu. Euh, Vous tous, avec des visages jeunes, des visages plus expérimentés. Et ça, c'est chouette parce que ça veut dire que vous parliez du travail interécole, mais ça veut dire qu'il y a aussi ces logiques de passeurs entre enseignants qui sont sous-jacentes à ce travail-là. Voilà. Donc évidemment, Mathieu, la question de la stratégie et Frédéric a parlé.
déjà des aspects stratégiques pour l'établissement. Donc, on peut faire une lecture assez scolaire de la stratégie de l'établissement. Et évidemment, avant tout en pensant à nos étudiants et nos étudiantes, on pourrait effectivement conjuguer l'attractivité, le fait que répondre aux attentes de la jeune génération, faire en sorte que les situations d'apprentissage qu'on leur soumet, faire en sorte que l'enseignement, la prise en compte du contexte qui les inquiète et qui les concerne beaucoup, tout ça, évidemment, c'est dans une logique stratégique. Et Frédéric l'a dit, puisqu'elle pilote avec Gabriel l'enseignement et les formations, c'est effectivement donc complètement et naturellement ce prix inclus dans la stratégie. Je voulais juste dire un peu, faire deux petites pirouettes pour aller peut-être au-delà d'une lecture scolaire de la stratégie. La première pirouette, c'est que finalement, puisque c'est dans les objectifs de l'établissement, bah, il faut qu'on s'aligne un peu et les activités qu'on déploie ensemble, il faut qu'elles soient cohérentes avec nos objectifs, n'est-ce pas? Et de la même manière, tous les processus d'évaluation de ce que nous faisons collectivement, tous les, tous les feedbacks, tous les signaux de reconnaissance qu'on envoie, ben, il faut qu'ils soient alignés avec cette stratégie dont on vient de parler. Donc la première pirouette, elle est modestement celle d'un enseignant-chercheur qui a la chance de travailler au niveau de l'établissement, de dire alignons notre stratégie et nos objectifs avec nos activités. On partage aujourd'hui une activité qui se veut être alignée avec les objectifs que Frédéric, Gabriel et moi-même avons rappelés. La deuxième pirouette, elle est sur euh, finalement une question qu'on peut tous se poser. Tout à l'heure, on parlait de recherche avec Denis. Faut-il récompenser, parce que c'est ça le prix de la pédagogie, Mathieu, c'est bien récompenser la pédagogie. Euh, Faut-il récompenser la pédagogie? Ben, moi, je me dis, euh, on parlait tout à l'heure de recherche. Il vous est peut-être arrivé un matin d'avoir une mauvaise nouvelle sur vos papiers de recherche. Vous avez soumis un article, puis vous avez le reject ou le weak reject ou le retour du Rebutol en version N. C'est un feedback qui n'est pas très positif. Alors, je ne néglige pas le fait qu'en recherche, on puisse avoir des feedbacks positifs. Mais moi, je me souviens de matins où j'avais une mauvaise nouvelle en recherche, où j'allais en cours l'après-midi, et puis je voyais dans les yeux des étudiants et des étudiantes, au moment où je n'avais pas été trop mauvais, on n'est pas toujours également bon en enseignement, mais dans leurs yeux, on voit quand il s'est passé quelque chose, quand ils sont motivés, quand ils sont en situation tout simplement d'apprécier l'activité d'apprentissage qu'on a conçue. Et ça fait super chaud au cœur. Ça fait super chaud au cœur. Je suis sûr que tous, sinon vous ne seriez pas là, vous avez vécu ça. Et du coup, le prix de la pédagogie, pour moi, c'est aussi ça. C'est cet apex, ce petit moment où il se passe ouais, ce truc de bonheur qui fait que, ah, chouette quand même, je fais quand même un super job. Alors évidemment, je pense que c'est un peu une image de ça, de ce plaisir qu'on a tous, jeunes ou moins jeunes, à enseigner. Et du coup, je pense que le prix de la pédagogie, c'est stratégique pour ça aussi, pour reconnaître, et tout à l'heure on en a parlé, toutes nos activités d'enseignement ou d'enseignement et de recherche. Et c'est, je crois, le plus important. Donc on va passer à l'APEX, au sommet. Merci Vincent. Alors passons au détail un petit peu de l'organisation de ce prix. Donc le jury est composé de divers acteurs de l'enseignement, experts en pédagogie, enseignants-chercheurs, ce qui nous a permis d'avoir une évaluation globale et riche de chaque dispositif avec des points de vue très complémentaires. Chaque année, on essaye d'avoir des étudiants dans le jury. Cette année, ça n'a pas été possible. Évidemment, ce sera fait l'année prochaine si on y arrive, mais ça devrait très bien se passer. Nous voudrions remercier les membres du jury. Alors Jean-Marie Gilliot, enseignant-chercheur HDR, Gabrielle Landrac, directrice de formation DG à l'IMT et qui était présidente du jury. Charlotte Langlais, enseignante-chercheur HDR. Carole Portillo, ingénieure pédagogique. Rosemy Famoro, chargée de mission transformation numérique et pédagogique. Et Christa Pellissier, maître de conférence HDR à l'Université de Montpellier, qui était notre garant externe à l'IMT. Donc le jury a fait un excellent travail.
Et nous avons 7 nominés pour les prix de la pédagogie 2024. Alors, nous avions Fil Rouge Informatique avec une équipe que vous avez ici. Je pense que je n'ai pas tous les nommer parce que voilà, il y en a quand même pas mal, qui est un projet proposé par IMT Atlantique. Nous avions l'IA Fake Festival, présenté par l'Institut Mines Telecom Business School. L'intelligence émotionnelle, présentée aussi par l'Institut Mines Telecom Business School. L'Odyssée des mondes sociaux du travail, d'IMT Atlantique. Nous avons Parcours hybride de la méthode 8D, présenté par IMT Nord-Europe. Retraite, présenté par un collectif d'enseignants inter-écoles, mais porté ici par IMT Minales. Et Vivre l'interculturel au quotidien, aussi présenté par un collectif d'écoles, présenté collectivement par IMT Atlantique, IMT Nord-Europe et Télécom Paris. Nous remercions les 7 dossiers que nous avons reçus. Je tiens à préciser qu'ils étaient... Merci. Alors, je tiens à préciser qu'ils étaient de qualité, c'est-à-dire qu'on en a reçu assez peu, mais par contre, c'était des dossiers qui étaient très bien construits et qui étaient vraiment bien faits et qui répondaient vraiment à un grand nombre d'exigences qui avaient été portées sur ce prix. Alors, j'invite maintenant Frédéric Vincent, directrice d'enseignement international, à prendre la parole pour attribuer le prix du dispositif émergent. Merci. Alors déjà, à nouveau, je salue la qualité des dossiers. Je remercie moi aussi les membres du jury parce que c'est une tâche délicate. Donc merci d'avoir, voilà, de s'être impliqué et d'avoir appliqué, j'imagine, beaucoup de rigueur et de fait, n'est-ce pas, pour choisir les lauréats. Et puis, je voudrais inviter, je ne sais pas si on l'a dit, ceux qui ne seraient pas lauréats, déjà à recandidater, parce que la qualité des dossiers étant excellente, à recandidater voilà, l'année prochaine. Puis aussi, on peut saluer le fait que ça soit la plupart des dossiers des grosses équipes, hein, qui ont impliqué beaucoup de monde, ce qui veut dire qu'il y a un travail collaboratif qui se fait. Et il y a même des projets inter-écoles, ce qui est quand même, de notre point de vue, une de nos missions, c'est de travailler ensemble. Donc, on est content quand on voit le résultat. Voilà, donc moi, je privilège de commencer par le prix du dispositif émergent, qui récompense donc un projet innovant qui a été mis en œuvre récemment et qui intègre une approche multidisciplinaire, hein. Et donc, le lauréat de ce prix est IA Fake Festival par IMTBS. Alors, ce dispositif permet à des étudiants d'explorer les usages de l'IA, de porter un regard critique sur l'usage de ces technologies tout en suscitant leur créativité. Bravo donc à l'équipe porteuse de ce projet immersif, ludique et participatif. Et pendant ce temps, voilà, l'équipe remporte la somme de 5 000 euros et je passe sans tarder la parole à représente. Voilà. Marine Carayon, qui représentera l'équipe ici. Alors, on fait comment? Vous m'aidez? Vous m'aidez? Alors, voilà, déjà, Merci. bravo, toutes nos félicitations. Et un grand merci du nom de l'équipe qui n'a pas pu être présente. Tiens, regarde. Hop, Allez, comme c'est voilà. le premier, on va regarder. Compliqué, faut avoir- Ah, ah, pour la photo. Je vais dire quelques mots alors. Je suis pas sûre de gérer avec tout ça dans les mains. Bah déjà, merci beaucoup aux membres du jury qui nous a accordé ce prix. J'en ai quelques-uns dans la salle. Je ne sais pas où sont tous les membres, mais merci à vous. Et pour faire court, on a fait ce projet en travail d'équipe et non de groupe avec des enseignantes, donc Aurélie et Olfa, et le côté ingénieur pédagogique avec Julien et moi-même. Et c'est une belle reconnaissance d'avoir un prix parce que c'est un projet qu'on voulait mener à bien à l'ère de l'IA, de pouvoir sensibiliser les étudiants, les apprenants à l'IA générative et au potentiel fake news qu'il peut y avoir. Donc le but, c'était de leur faire créer un objet qui n'existait pas dans le monde réel, qui aurait pu exister dans notre idéal, et leur montrer qu'en fait, il est possible de créer ça rien qu'avec des IA, donc vidéo, affiches, son, etc. Et maintenant, ce projet a évolué et est devenu un module de cours.
du département Team, qui est technologie, innovation et management, avec 4 enseignants. Donc là, il y a des étudiants en ce moment d'IMTBS et certaines de l'NCE, une école d'informatique d'à côté, qui sont en train de travailler sur des fake objets, affiches, vidéos, pour nous rendre ça et continuer ce beau projet qu'on a pu mener ensemble. Voilà. Merci Marine. Alors, on nous a présenté un peu le projet, mais en fait, pour que vous voyez vraiment de quoi il s'agit, chaque projet a fait une petite vidéo. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo sur les sites de l'IMT et on va vous passer la vidéo maintenant. Bienvenue à l'IAFEC Festival, une initiative pédagogique portée par Institut Mines Telecom Business School, qui plonge les étudiants dans l'univers des intelligences artificielles génératives. L'IA est partout, mais comment l'exploiter de manière créative et éthique? C'est ce que vise à explorer ce festival en invitant les étudiants de licence et de master à réfléchir, expérimenter et innover. Les objectifs du festival sont initier les étudiants aux usages des outils d'IA générative, encourager une réflexion critique sur leur usage et stimuler la créativité. En petits groupes, les étudiants participent à des ateliers interactifs, expérimentent des technologies d'IA générative et créent des projets autour de produits ou services imaginaires. Ils réalisent des affiches et des vidéos publicitaires pour promouvoir leurs concepts, misant sur leur capacité à captiver et à convaincre un jury de professionnels, mais aussi à développer un regard critique sur l'usage de ces technologies. Les meilleurs projets sont ensuite récompensés, valorisant l'originalité et la maîtrise des usages de ces technologies par les étudiants. Enfin, une séance de retour sur les apprentissages permet aux étudiants d'approfondir les enjeux éthiques de l'usage de ces technologies et de travailler à développer leur esprit critique. Ce dispositif immersif, participatif et ludique a remporté l'intérêt des étudiants. Il est désormais un électif de 2 ECTS pour les élèves du parcours PGE d'IMTBS. L'IAFEC Festival forme à des usages responsables et créatifs de l'intelligence artificielle. En 2024 à 2025, il sera élargi aux étudiants de Lancier et nous espérons que d'autres écoles du groupe IMT souhaiteront participer aux prochaines éditions. Je tiens à préciser que pour chaque candidat, il y a bien sûr une réponse avec un certain nombre d'éléments d'interrogation et d'amélioration qui pourront être faits. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'on peut reproposer des projets qui n'ont pas été nominés, évidemment, pour pouvoir l'année d'après, parce que c'est tout l'intérêt de la démarche, c'est qu'aussi on est dans une démarche d'amélioration ou de conseil ou d'appui, et ça permet justement d'avoir des dossiers de vrai, enfin, vraiment de qualité qui tiennent compte de tous les éléments qu'il faut pour avoir un dossier satisfaisant. On va passer au prix coup de cœur. Donc cette fois-ci, je passe la parole à Gabriel qui va nous dire quelques mots sur ce prix. Quelques mots, oui, d'abord sur le prix coup de cœur, hein. Bon, comment est-ce qu'on a fait pour sélectionner les différents lauréats? On s'est basé sur des critères, hein. Par exemple, l'approche par compétence ou pas, enfin, dans quelle mesure elle était prise en compte, hein. La diffusion à des colloques ou pas, et puis, bon, enfin, c'est dans le dossier en candidature, donc je vous laisserai lire pour la prochaine édition. Et donc, on a aussi le fait de prendre en compte la transformation numérique. Oui, puis la transformation, voilà, la transition plutôt écologique et sociétale. Et alors là, le prix coup de cœur cette année, justement, correspond à celui qui intègre le plus d'éléments liés à la transition plutôt écologique et sociétale. Et donc, le prix de coup de cœur est décerné à l'Odyssée des mondes sociaux, présentée par Sophie Bretéché d'IMT Atlantique. Je crois que Sophie est en ligne. Oui, tout Il à faut fait. Je ne quelqu'un de savais physique pas. pour recevoir le prix. Alors, je vais demander à Céline de monter sur la scène. Et on va passer la parole à Sophie.
Si tu peux prendre la parole, n'hésite pas. Oui, peut-être un mot, puisque Cécile est présente, je voudrais On chaleureusement la t'entend pas, remercier. Sophie. Ah, Si, c'est bon là. Ah ah, oui, oui, puisque Cécile est présente, je voulais tout d'abord la remercier chaleureusement pour son accompagnement ainsi qu'Anthony Diaz, hein, ce sont les équipes pédagogiques d'IMT Atlantique. Peut-être un mot, bah écoutez, je suis très heureuse. Alors forcément pour le projet de l'Odyssée, mais surtout aussi pour les étudiants de la filière par apprentissage transformation digitale des systèmes industriels qui ont été des acteurs en fait dans le cadre de son projet, qui nous ont aidés à définir ce que pouvait être un cours qui dépasse le cadre en fait d'un cours purement théorique. Donc ils ont vraiment été à la manœuvre, ils nous ont challengés, critiqués. Donc ça a été vraiment une coopération très vertueuse avec eux et j'ai hâte de leur donner entre guillemets la bonne nouvelle. Pour information, le projet continue cette année puisque nous allons faire des use cases issus de l'expérience pratique en fait des étudiants pour implémenter des nouvelles vidéos et des nouveaux récits puisqu'effectivement on construit des histoires vidéo à partir de l'expérience de nos apprentis. Donc un grand merci. Je remercie bien évidemment aussi IMT Atlantique pour le soutien que notre école apporte aux équipes enseignantes. tu veux rajouter un petit quelque chose? Tu connais le projet, Céline? Enfin, là, l'idée, c'est que c'était un projet clairement d'équipe. Et là, vous allez voir la vidéo qui représente justement le travail de Sophie et d'une personne enfin, qui a travaillé également qui est sur ce projet-là en tant qu'étudiant. Et je pense que la vidéo parlera d'elle-même de toute façon. Donc voilà, Sophie, je suis super contente que ce projet-là ait été choisi. Donc voilà, on pourra fêter ça sur Nantes. À bientôt. Ça marche, merci Céline. Si. Bravo. Bonjour, je suis Sophie Bretéché, professeure de sociologie des organisations à IMT Atlantique. Je suis Olivier Ritter et je représente les étudiants de la filière transformation digitale des systèmes industriels qui ont participé à ce projet. L'Odyssée des mondes sociaux du travail, c'est une invitation à voyager au cœur des organisations et de leur diversité. Et si comme moi, vous êtes un élève ingénieur et que vous souhaitez vous former à la conduite du changement, Eh bien, au terme de ce voyage, vous serez en capacité de mener des actions responsables et ancrées dans les cultures professionnelles. Le site de l'Odyssée invite l'apprenant à naviguer de façon ludique dans les univers professionnels et à les découvrir sous différents formats. Podcast, images, textes. Un narrateur et des ambiances sonores guident les navigateurs autour d'un voyage composé de 4 étapes. Chaque étape, conçue comme une escale, contient un apprentissage spécifique. Identifier les raisons du changement, comprendre son monde professionnel prendre du recul sur des recettes managériales toutes faites. Et définir un horizon et une échelle de temps. Au terme de cet itinéraire, les récits de voyage racontent des histoires vécues par les acteurs du changement. L'Odyssée, c'est un projet collaboratif conçu avec les voix des élèves de la filière par apprentissage transformation digitale des systèmes industriels. Moi j'ai un métier et j'en suis fier. Bah ici il y a les seniors et il y a tous les autres. Le bon chef, c'est celui qui est compétent et qui sait reconnaître la qualité du travail. Dans l'UE Conduite du changement, nous avons proposé des cas issus de notre expérience en entreprise et nous avons développé des compétences liées à l'analyse d'un système socio-technique. L'Odyssée s'adresse également à des étudiants de première année qui souhaiteraient découvrir la pluralité des mondes de l'entreprise. Ce projet, financé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, concerne également des professionnels en activité. L'Odyssée va s'enrichir au fil des années des récits des voyageurs et elle constituera un observatoire dédié à la transformation responsable des organisations. Les robots doivent remplir les tâches qui demandent de porter des charges lourdes et assurer une liaison fluide et automatisée entre le magasin et l'espace de montage. Néanmoins, l'histoire se déroule autrement car la robotisation du pick-in, l'acheminement des pièces, va se heurter aux fluctuations de la production. Alors, nous allons passer au dernier prix, donc le prix du jury. Pour cela, je vais demander à Vincent Charvilla de prendre la parole.
suffit de vous présenter le dernier prix. Euh, Cette année, c'est 3 prix. L'année dernière, on en avait eu 4. On avait eu 2 ex aequo. Les prix ont différentes portées, mais on va leur donner tous une valeur équivalente, bien évidemment. Ils indiquent plutôt des inclinaisons, des avantages, des particularités, ce qui fait qu'on répartit le projet en fonction de ces trois dénominations, et le dernier étant le prix du jury. Voilà, donc je vais parler un tout petit peu du prix du jury. Alors, une chose très importante, c'est que ces vidéos, vous voyez, elles sont extrêmement inspirantes. Et pour vous encourager à voir l'intégralité des vidéos, je voudrais faire un tout petit sondage. Alors, assez facile, je voudrais savoir qui a visualisé au moins une vidéo parmi les nominés. Ben, en fait, il me semble que vous avez tous visualisé tout à l'heure, au moins une, non, n'est-ce pas? Bon, alors, reprenons. Qui a visualisé une vidéo au moins? Ah, voilà, ça fait plaisir. C'est extrêmement motivant pour un enseignant-chercheur de voir. Qui en a vu deux? Qui en a vu deux? C'est un succès. Qui en a vu 7? Ah, Rosemif, c'est beaucoup plus épars. Voilà. Donc, bravo à ceux qui ont regardé. Et le message, c'est d'aller regarder les 4 vidéos que vous n'aurez pas vues en séance, puisqu'évidemment, tout de suite, on va voir celle qui est associée au prix du jury. Alors, le prix du jury, je ne sais pas comment le jury a fonctionné, hein, parce que moi, je n'étais pas dans ce cénacle particulier, mais je trouve qu'il y a une vraie cohérence entre les sujets du jour autour de la motivation, les APP, cette difficulté parfois d'aller chercher chez les étudiants ce temps, cette réflexivité, ce recul. Je pense que dans toutes vos activités, vous avez parfois eu des étudiants qui se jettent un peu trop vite sur une étape, alors que voilà, un peu de réflexion, un peu de prise de recul aurait été nécessaire. Je crois que le prix du jury, on va écouter les collègues, mais illustre particulièrement ces situations. Le prix du jury 2024 va au dispositif fil rouge informatique. Et c'est IMT Atlantique, mais j'imagine qu'on va voir, voilà, on va voir donc les collègues. Alors, pour ça, je vais appeler Jean-Marc Gillot, qui a travaillé avec eux. Est-ce qu'il faut lever la tête quand on est étudiant pour faire du génie logiciel avant de se lancer dans la conception? Alors, avant de se lancer dans la conception, il faut déjà lire un cahier des charges et comprendre de quoi on parle. Alors, je ne vais pas vous faire le sketch, de vous expliquer ce qui est le projet Fil Rouge, parce que Antoine et Maïté vont faire ça beaucoup mieux que moi dans quelques instants. D'abord, au nom de cette équipe, donc vous avez un certain nombre de noms. Je crois que tout le monde n'est pas encore sur la liste, parce qu'il y a des photos où on a une dizaine de personnes. Donc, c'est un vrai travail de groupe, c'est un vrai travail collectif et d'évolution régulière de cours qu'on fait depuis très longtemps au sein de l'équipe du département informatique. Alors là, je reçois ça parce que je fais partie de l'équipe et enfin, je ne fais pas partie de l'équipe de conception, je fais partie des intervenants dans le cours et j'ai la joie de participer à ce cours-là depuis plusieurs années. Et donc, je pense que c'est super pour cette équipe qu'elle soit reconnue au travers de ce travail-là. Ils vont vous expliquer pourquoi c'est de la motivation. Et Vincent disait très bien qu'effectivement, il y a plein d'éléments que présentait Denis aujourd'hui dans la vidéo. Donc, je vais vous laisser voir. Alors, je suis un peu embêté parce que effectivement, je suis dans le jury aussi. Donc, il y a quelques éléments. Alors, j'ai juste rajouté un élément qui me paraît intéressant par rapport à ce que disait Denis aujourd'hui. Cette équipe, alors, cette équipe-là, en 2022, elle a posé un papier dans une conférence qui s'appelle Models, qui est la conférence en génie logiciel reconnue. Je sais que j'ai un connaisseur à côté de moi, donc, et pour présenter effectivement en quoi ce dispositif était pertinent, en quoi ce dispositif permettait aux étudiants de s'approprier toutes les dimensions du génie logiciel, de la conception,
au développement, bien sûr, à l'intégration, au test et à l'intégration dans des systèmes plus grands. Donc, il y a vraiment toute la démarche du génie logiciel qui est rentrée dans ce dispositif-là. Et ils ont validé que ça donnait du sens aux formations des étudiants et que ça contribue à leur engagement. On ne parlait pas de motivation enfin, ils ne parlaient pas d'une motivation dans le papier en question, mais l'engagement. Et c'est validé avec un ingénieur pédagogique qui est Jean-Luc Castagne, qui a déjà travaillé sur ces sujets-là. Donc, il y a un travail de scholarship of teaching and learning qui a été fait dans le cadre de ce dispositif, et je trouve ça très bien. Et puis, le dernier truc que je voulais dire, j'étais là il y a 2 ans, je me tais juste après. J'étais là il y a 2 ans à Médiane et je participais à l'activité qu'on a fait cet après-midi sur améliorer votre cours. Voyez comment améliorer votre cours. J'étais avec des informaticiens et on est parti sur un cours où, ah oui, on voudrait faire un cours de programme de développement avancé, de génie logiciel. Et les collègues étaient là, ah, vous mettez de l'évaluation par les pairs, ouais, ce serait bien. Alors je leur disais, bah oui, mais ça a déjà fait dans le fil rouge informatique à Brest. Et puis on pourrait mettre ceci, puis on pourrait mettre cela. Et effectivement, je me suis dit, je suis rentré à Brest et j'ai dit à mes collègues, donc notamment Antoine et Maïté, on m'a dit, faut que vous candidatiez au prix de la pédagogie parce que à quelque part, il y en a d'autres qui en rêvent. Donc ceux qui en rêvent, venez voir ce qu'ils font, c'est super. Bonjour, je suis Maria Teresa Segarra, je suis enseignante-chercheuse au département informatique à IMT Atlantique. Bonjour, je suis Antoine Beugnard, je suis aussi enseignant-chercheur dans ce département. Une équipe hétérogène d'enseignants-chercheurs de différents départements et d'ingénieurs pédagogiques ont contribué à ce dispositif. Ce dispositif permet de mieux faire comprendre aux étudiants l'importance de la conception dans l'ingénierie logicielle. Il s'agit d'une étape souvent vue par les étudiants comme abstraite et peu importante, voire inutile et donc négligée. Pourtant, les choix faits lors de la conception déterminent la qualité du logiciel, comme son évolutivité par exemple. En mathématiques, on suit une démarche rigoureuse pour formaliser un problème et aboutir à une solution. Et en informatique, c'est pareil. Il faut être rigoureux et suivre une certaine logique pour aboutir à un programme ayant des bonnes propriétés. Aux activités classiques de type cours TDTP, notre dispositif ajoute l'apprentissage par problème pour favoriser la motivation des étudiants. Pour construire notre dispositif, nous sommes partis des compétences principales que nous souhaitons considérer. Ainsi, notre situation d'apprentissage comprend 20 heures, puis 20 heures d'activité classique, et consiste à réaliser un logiciel de simulation d'un réseau de Petri. C'est un modèle mathématique pour modéliser la dynamique d'un système discret. Les étudiants suivent les différentes étapes du développement d'un logiciel, sa conception, son implémentation ou codage et une phase d'intégration à un logiciel existant. Chaque étape met en évidence l'intérêt de concevoir avant de coder. L'étape de conception introduit des nouvelles contraintes au problème initial. L'étape de codage permet aux étudiants de se confronter aux avantages et inconvénients de leur choix. Enfin, l'étape d'intégration permet d'utiliser un patron de conception adapté. En plus des évaluations classiques réalisées à la fin du dispositif, nous mesurons l'influence de celui-ci sur l'apprentissage des étudiants. Les détails des résultats de cette évaluation ont été publiés dans la conférence internationale Models en 2022. Et donc, à la fin des modules, 2 chiffres clés. 90% des étudiants se disent avoir été motivés par le dispositif. 60% des étudiants ont dit avoir compris l'utilité et la pertinence de la conception. Ce dispositif a été déployé dans plusieurs formations et a permis de former des centaines d'élèves. Voilà, les prix de la pédagogie 2024, c'est terminé. Je rappelle que toutes les équipes qui ont eu un prix recevront une somme qui est égale à 5 000 euros pour leur équipe et pour pouvoir poursuivre leurs travaux, éventuellement améliorer encore leur dispositif. Un mot de conclusion? Vous dire bravo, tous les lauréats et surtout aussi toutes les équipes qui ont bien voulu faire acte de candidature pour ces prix de pédagogie. Globalement, Frédéric, Gabriel, on est super content de ces prix, de ces lauréats de cette année.
clairement, ça transpire la créativité, des initiatives tout le temps collectives. Et cet esprit d'initiative, je pense, en matière de pédagogie, c'est très important. Donc, bravo, continuons. Et puis, rendez-vous bientôt autour de futurs prix de la pédagogie 2025, 2026, etc.